voir le jeu? Oui. Ouais. On va regarder le jeu. Allez. Océane, est-ce que tu veux jouer toute seule? Non. Ou est-ce que tu veux quand même venir avec? Tu veux qu'on joue ensemble? Tu veux que moi je recule? Oui. Un petit peu? Ok. Je me venge. Qui? Moi? Pourquoi? Parce que tu as mis que des comme ça tout à l'heure, de plus 4. À toi. Le syndrome de Cornelia-de-Lange est une maladie génétique rare de sévérité variable. Un syndrome est défini par l'association de plusieurs signes. Le syndrome de Cornelia-de-Lange associe un retard de croissance, des malformations congénitales, des difficultés alimentaires du nourrisson, un retard de développement et des troubles du neurodéveloppement, et des particularités morphologiques qui sont variables d'une personne à l'autre. Les malformations congénitales sont fréquentes et parfois graves. Elles peuvent toucher les mains, les bras, le cœur, les reins, les organes génitaux, le cerveau. Il existe souvent une surdité associée. Le visage et les mains des personnes atteintes se ressemblent et ont permis de décrire un ensemble de particularités appelées dysmorphies ou particularités morphologiques. Ces points communs comportent un petit tour de tête appelé microcéphalie, un front étroit avec une implantation basse des cheveux, des oreilles bas implantées, un menton petit et en retrait, des sourcils longs, arqués, jointifs, appelés cynophrys, des cils longs et une pilosité marquée sur l'ensemble du corps, un nez court à la racine large, une arête déprimée et des narines antéversées. La région entre le nez et la bouche, appelée philtrum, est longue, effacée et la lèvre supérieure est fine. Les mains sont courtes. Le 5e doigt est court, incliné, appelé clinodactylie, et le pouce est court dans la partie du métacarpe. Le diagnostic est avant tout clinique sur la base des signes que nous venons de voir, mais pour comprendre l'origine de cette maladie, voyons maintenant quelques notions de génétique. Le corps humain est constitué de milliards de cellules. Chaque cellule renferme dans son noyau les chromosomes qui portent l'information génétique propre à l'individu. Notre patrimoine génétique repose sur 46 chromosomes, organisés en 23 paires. Chaque paire est composée d'un chromosome d'origine maternelle et paternelle. Les 22 premières paires sont similaires chez l'homme et la femme et sont appelées autosomes. La 23e paire, quant à elle, détermine le sexe de la personne. Les chromosomes sexuels chez la femme sont XX et ceux de l'homme XY. L'ensemble de notre patrimoine génétique est appelé génome. L'ADN qui constitue les chromosomes code pour environ 25 000 gènes. Ils contiennent les informations nécessaires au développement et au fonctionnement du corps. Les gènes présents sur les chromosomes non sexuels sont donc eux aussi présents en 2 copies, maternelle et paternelle. Un gène code pour une protéine unique qui a un ou plusieurs rôles bien précis dans l'organisme. Un variant pathogène dans le gène peut perturber la production ou la fonction de cette protéine et parfois être à l'origine d'une maladie génétique. La prévalence du syndrome de Cornelia-de-Lange est estimée entre 1 sur 10 000 et 1 sur 30 000 naissances. Plusieurs gènes sont impliqués. Dans chaque famille, il s'agira d'un gène précis qui est concerné. Dans la majorité des cas, dans 60% des cas, c'est le gène NIPBL, gène majeur de la pathologie, qui est impliqué. Dans d'autres cas, il s'agit des gènes SMC1A, HDAC8, RAD21, BRD4 ou SMC3. Ces gènes sont des codes de fabrication de protéines qui vont constituer un gros complexe appelé coésine. La coésine sert à attacher les chromosomes pendant les phases de division cellulaire ou à former des boucles d'ADN sur un membran pour réguler la transcription. Selon le gène impliqué, le mode d'hérédité sera différent. Le syndrome de Cornelia-de-Lange est souvent
survenue de novo, c'est-à-dire qu'une mutation est survenue chez un enfant alors qu'elle n'était pas présente chez les parents, ni chez le père, ni chez la mère. Lorsque la maladie est causée par les gènes NIPBL, SMC3, RAD21, elle est de transmission autosomique dominante. La mutation touche un seul des 2 exemplaires du gène et pourra être transmise à la descendance avec un risque de 1 sur 2. Lorsque la maladie est causée par les gènes HDAC8 et SMC1A, elle est liée au chromosome X. Les manifestations cliniques pourront être différentes entre un garçon et une fille. Dans certains cas, le gène est modifié uniquement dans certaines cellules de l'enfant. Le diagnostic peut être difficile, il s'agit d'une mosaïque et le diagnostic peut nécessiter un prélèvement de salive ou de peau. Vous l'avez compris, cette pathologie est donc complexe au niveau génétique. Il est absolument nécessaire d'avoir un diagnostic précis, d'avoir identifié la mutation afin de rendre un diagnostic précis et un conseil génétique précis et personnalisé. Les analyses chez les parents seront très importantes également. Dans certains cas, un des 2 parents pourra être porteur sans avoir de signes ou en ayant très peu de signes. Il est donc nécessaire de disposer également d'analyses chez les 2 parents pour rendre un conseil génétique précis en vue d'un autre enfant par exemple. Oui, tu t'éloignes un petit peu parce que t'as peur de me faire mal avec ta main. C'est ça, maman? Le syndrome de Cornelia-de-Lange se distingue par 2 formes d'expression clinique possibles, une forme sévère, classique, et une forme modérée à légère, appelée Cornelia mild. Dans la forme sévère, le tableau est dominé par des malformations, en particulier des malformations cardiaques qui peuvent être sévères, 20 à 30% des cas, un trouble de la croissance, des malformations des membres qui peuvent être sévères également et un retard de développement. Dans cette forme classique sévère, le diagnostic est habituellement fait dès la naissance ou les premiers mois de vie, sur les signes que nous avons évoqués. Par la suite, l'enfant, dans certains cas, va progresser de manière satisfaisante au plan moteur, au plan de l'éveil et du langage, avec une prise en charge adaptée et personnalisée. Malheureusement, parfois, l'enfant progresse moins bien et va garder un handicap plus marqué. Dans les formes légères, le diagnostic est plus tardif, par exemple devant des difficultés de langage ou d'apprentissage scolaire et des particularités morphologiques plus discrètes. Quelle couleur? Jaune. À toi. Tiens. Allez, à toi. Non, mais t'as pas envie, là. C'est pas grave. Alors, le diagnostic a été prononcé il y a 23 ans, elle avait 3 mois. Elle a été hospitalisée parce qu'elle prenait pas beaucoup de poids, elle prenait que 50 grammes par mois. Elle a été vue rapidement par un généticien qui a diagnostiqué le syndrome de Cornelia-de-Lange. Et c'est une chance qu'elle ait été diagnostiquée aussi jeune. Pour le diagnostic de Salomé, c'est arrivé assez rapidement. Elle avait 8 mois, suite à un parcours de consultation et d'inquiétude. Les premiers mois, on a quand même eu des soucis d'alimentation, des yeux qui révulsaient, etc. Donc plusieurs consultations jusqu'à ce qu'un pédiatre constate différentes variantes de la nature et nous adresse vers un avis neurologique et génétique. Et puis ensuite, c'est via une analyse génétique avec Necker qu'on nous a confirmé la mutation du gène NIPBL. Je me venge. Qui? Moi. Et quoi? Océane a souffert de reflux gastro-œsophagien important. Donc elle vomissait tout le temps après chaque repas ou quand ça n'allait pas, qu'elle avait quelque chose à dire, et ben elle se faisait vomir et tout. Et donc elle est allée jusqu'à vomir du sang. Et là je l'ai emmenée aux urgences à Strasbourg où un radiologue l'a vue et a diagnostiqué comme quoi elle avait l'œsophage à vif. Et donc il a fallu la mettre sous médicaments pendant 2 mois avant de faire une intervention. Et depuis, elle ne vomit plus et c'est un plaisir pour moi. T'as fini? Il y a encore un yaourt. C'est qui la gourmande?
Dans les variantes de la nature que j'évoquais, on a effectivement des malformations au niveau des membres. Donc on a un seul pli palmaire. Elle a des plus petits bras, petites mains également, et, même si ça permet quand même d'avoir la pince, comme on dit, et puis des petits pieds. Et puis donc au niveau du deuxième et troisième orteil, elle a une synactylie, donc ça veut dire qu'effectivement les orteils sont un peu collés. Et ce qui est apparu par contre vers 11-12 ans, c'est un hallux valgus, qui quand même pose problème après, dans la douleur, la marche. Le problème qu'on a eu très tôt avec Salomé, c'est au niveau donc, de l'audition. En consultant différents spécialistes, on nous a diagnostiqué finalement une surdité, ce qui fait qu'elle a été appareillée très tôt, hein, elle avait 1 an, et on nous a orienté vers un CAMS déficient auditif, ce qui a permis de mettre en place un langage adapté, et notamment le langage des signes, et d'éviter aussi trop de frustration dans la communication. Donc ça, c'était très bien. In fine, bonne nouvelle malgré tout, pas d'atteinte réelle en fait auditive. C'était lié à ses otites séreuses. Et Salomé entend bien. Il faut juste être vigilant sur les conduits avec les bouchons séreux. Océane a effectivement un retard de croissance en poids, en taille et en périmètre crânien. Salut ma grande, ça va? Oui. T'es en forme? Oui. Nickel. J'ai fait des recherches sur sa maladie génétique où j'ai découvert qu'il y avait une association française du syndrome de Cornelia-de-Lange. Je me suis inscrite dans cette association et m'a conseillé d'aller voir un généticien à Genève. Je suis allée le voir, il m'a expliqué tout ce qui m'attendait dans les prochaines années pour Océane. Il m'a conseillé d'aller voir un généticien à Strasbourg où j'ai eu une courbe de croissance pour le poids, la taille et le périmètre crânien d'Océane. Oui, j'ai encore. Tu cherches les autres? Donc Océane a grandi normalement, petit à petit. Actuellement, elle fait 1m45. On m'a suggéré si je voulais des hormones de croissance pour qu'elle grandisse plus, mais nous avons refusé. Dans le cas du diagnostic, il y a effectivement le retard du neurodéveloppement. L'ensemble des suivis, donc on les a d'abord mis en place au niveau libéral, donc par de la psychomotricité, de l'orthophonie et de la kinésithérapie. Et puis ensuite, elle a été prise en charge en CAMS et ensuite en CESAD. Et encore aujourd'hui, au sein de son IME. Et elle a marché à peu près à 22 mois et le langage à 3 ans. Ortho avec Karel. Tu vas y arriver. Donc Salomé, elle a la particularité d'être atteinte aussi d'épilepsie, ce qui n'est pas le cas de tous les enfants Cornelia-de-Lange. Et c'est quelque chose de relativement lourd dans notre quotidien et dans son quotidien, puisqu'elle est épileptique pharmacorésistante, c'est-à-dire que malgré les différents traitements, elle continue d'avoir une épilepsie active. Elle fait ce qu'on appelle des orages de crise, donc c'est plusieurs crises qui nous amènent souvent à appeler les secours et aller à l'hôpital. Allez, on donne la parole à qui? Bravo. C'est à toi, Emmanuel. Les manifestations cliniques de la pathologie sont différentes chez chaque personne et au cours du temps. Les différentes personnes ne sont pas toutes confrontées à toutes les manifestations de la pathologie. Il n'existe malheureusement pas de traitement curatif de cette maladie, mais c'est la prise en charge personnalisée et adaptée qui va permettre d'améliorer la santé et la qualité de vie de chaque personne. Il s'agit de coordonner la prise en charge médicale et les rééducations de façon personnalisée pour chaque enfant. Cette prise en charge sera d'autant plus efficace qu'elle est mise en place précocement. Toutes les recommandations de suivi ont été rédigées dans le PNDS, Protocole national de diagnostic et de soins, par la Haute Autorité de Santé, est disponible sur le site de l'HAS. Le syndrome de Cornelia-de-Lange ne fait pas partie des maladies dites en ALD, de prise en charge à 100% à la sécurité sociale, mais bien sûr, une demande spécifique peut être rédigée par le médecin traitant, le pédiatre ou le généticien. On est l'après-midi. Vous faites avec moi, les filles? L'après-midi. Après 9. et 10. j'arrive. J'arrive. Les conséquences du syndrome de Cornelia-de-Lange sur la vie quotidienne varient en fonction de la sévérité des manifestations chez chaque personne. Mais bien sûr, les difficultés majeures résident souvent dans les difficultés alimentaires, la croissance et les troubles du neurodéveloppement. Chaque personne a néanmoins de réelles capacités qu'il convient d'accompagner par une prise en charge adaptée et personnalisée.
Ainsi, certaines personnes qui sont atteintes du syndrome de Cornelia de Lange vont avoir accès à des niveaux de langage très restreints, voire pas de langage, alors que d'autres vont avoir accès à un niveau d'apprentissage du socle primaire et à une réelle autonomie. Alors, concernant le parcours scolaire et ses apprentissages, Salomé, il y a eu 3 grandes étapes, on va dire. La première, en école ordinaire, maternelle, avec l'aide d'AVS, qui nous a permis ensuite d'intégrer une Ulysse, un dispositif Ulysse pendant 3 ans. Et puis ensuite, à l'âge de 10 ans, elle a intégré un IME. Donc ça fait 3 ans maintenant. Demain, on a ça demain. C'est pas triste? Est-ce que tu es inquiète? Donc actuellement, on est dans une démarche pour qu'elle intègre un IM Pro en internat, ce qui serait bénéfique pour son orientation et la suite de son évolution. T'es partie? C'était difficile de quitter maman ce matin? C'est ça? Tu voulais pas venir? On a la chance d'avoir une petite fille qui parle et qui est très sociable. Elle est plus à l'aise avec les adultes qu'avec les enfants. Alors, du fait de sa surdité, elle a été orientée en CAMS, ce qui était bien, parce qu'en termes de communication, toute petite, on a mis en place le langage des signes. Alors, c'était le français parlé, qui a évité la frustration. Et puis, en grandissant, vers 3 ans, le langage oral est apparu. Puis, aujourd'hui, c'est une petite fille qui s'exprime globalement bien. Il faut des consignes claires. Et elle s'appuie toujours quand même soit sur des outils comme le Makaton, les images, les pictogrammes, qui l'aident dans la communication. Alors Océane est autonome, ce qui lui permet de pouvoir vivre en internat à l'IME. Alors j'aimerais 3 kiwis verts et 3 kiwis jaunes. Elle mange toute seule, elle se lave, elle s'habille, elle se déshabille. Le seul souci, comme beaucoup de personnes qui ont le syndrome de Cornelia de Lange, elle a les bras trop courts pour se laver le bas du dos et aller au sel. Alors Océane aime énormément les pulls, les bracelets, les colliers qu'elle fait elle-même avec ses perles et son portable. Et qu'il fallait faire avec son père du vélo et de la natation, elle adore ça. Alors Océane, effectivement, a des troubles du comportement. Elle peut être très violente envers les autres. Donc vous casser des lunettes, mettre des claques. Elle peut aussi s'automutiler. Donc elle se gratte excessivement. Elle peut prendre un objet pour se gratter jusqu'au sang. Elle s'arrache la peau des ongles, elle peut s'arracher les ongles. Moi, j'arrive à voir quand ça va pas. Et je demande aux personnes qui sont trop proches d'elle de s'éloigner pour qu'elle s'apaise. Par contre, elle est très fusionnelle avec sa sœur, dont elle est la marraine de ses enfants. Comment puis-je oublier? Elle est très complice avec moi. On fait des tas de choses ensemble et puis c'est l'amour de ma vie, quoi. Alors, les troubles du comportement dans le syndrome Cornelia, c'est très lourd, globalement. C'est des enfants qui sont très angoissés, qui ont des difficultés avec les changements, les transitions, avec de la frustration. Donc, elles sont dans des comportements des comportements de défi, on appelle ça maintenant. Et il peut y avoir de la violence verbale, de la violence physique, beaucoup d'agressivité et d'impulsivité. On va laisser un petit peu souffler. Cet handicap génère beaucoup de fatigue, d'épuisement même, parce que c'est des enfants qui demandent de l'hypervigilance. On ne lâche jamais. Ne pas attendre d'être dans l'épuisement ou dans l'isolement social, puisque vos enfants ont besoin de parents vaillants, qui vont être capables de les accompagner jusqu'au bout, le plus longtemps possible. Tu as très bien travaillé, Salomé. Et c'est vrai que le fait d'avoir une enfant en situation de handicap change complètement notre vision, notre regard sur la vie, sur les priorités. Et on se sent grandi, tous au sein de la famille, même s'il faut prendre des fois le temps de s'en rendre compte, parce que c'est un cheminement. Il y a beaucoup de phases d'acceptation, de deuil.
Et donc ça passe aussi par de la tristesse, mais in fine, je trouve qu'effectivement, c'est presque une chance. Je vais enlever le presque. On ne la changerait pas. Comme nous venons de le voir avec Salomé, Océane et leurs parents, chaque parcours est différent. Pendant l'enfance, chaque enfant a un parcours qui lui est propre. Chez l'adulte, dans les formes mild, les personnes peuvent accéder à un parcours de formation professionnelle et un emploi adapté. À chaque étape de la vie, les parcours d'accompagnement sont importants. Ils sont repris dans la fiche Focus Orphanet, Focus Handicap, sur le site d'information Orphanet que vous pouvez consulter. Des aides ou des accompagnements personnalisés peuvent être sollicités pour aider à prévenir et limiter les situations de handicap. Ainsi, des assistantes sociales du secteur de proximité, de l'hôpital ou des instituts médico-sociaux peuvent être sollicitées et elles vont aider les familles à constituer les dossiers MDPH auprès de la maison départementale des personnes handicapées qui va gérer toutes les aides. Il existe une association des patients et familles touchés par le syndrome de Cornelia-de-Lange, l'association française du syndrome de Cornelia-de-Lange. Cette association permet le partage et accompagne les familles dans leur parcours de vie. Elle porte la voix des familles. 10, 9, 10. J'arrive. J'arrive. La prochaine fois. La voix arrive. Ah, ça. Et toi, Océane, qu'est-ce qu'il fait comme activité? Pour la pluie. Mais on a beaucoup. On veut tout ça.